Euh, je voudrais réitérer le remerciement à Benoît aussi, le président du Cercle 4. Je tiens à le souligner parce que Benoît remercie beaucoup les gens, mais je pense que Benoît, c'est vraiment pour moi le cerveau de ce centre. Euh, je communique souvent avec Benoît, parfois je connais ces moments de découragement. Il vit parfois des moments de découragement, il se sent parfois seul. Et je pense qu'il mérite. Benoît, je voudrais te dire qu'on te soutient. On est vraiment là avec toi. C'est une œuvre commune. Vraiment, on croit à ce centre. Euh, le titre de mon exposé, c'est Les intellectuels africains en question. Plaidoyer pour une intellectualité des responsabilités et de l'intégrité. Alors, c'est un sujet que j'ai choisi parce que, comme vous allez voir, parler des intellectuels suppose qu'il y a un problème. Alors, je commence par là, les intellectuels en question. Et je ne voudrais pas commencer cet exposé sans rendre un hommage vibrant à cet intellectuel qui a su risquer sa vie dans un combat de libération pour son peuple bafoué dans leurs droits élémentaires. Je parle ici de Nelson Mandela. Dans son allocution des circonstances, le président américain a souligné en lui l'importance des idées et de l'argumentation dans sa lutte. L'importance des idées et de l'argumentation. Et je pense que vraiment ça rejoint bien en fait l'esprit du cercle calme. Nous pouvons les considérer à juste titre comme aussi un modèle d'intellectuel crédible et responsable. La présence à ces funérailles des différentes notoriétés à la dimension du monde ne fait que le confirmer. Notre réflexion est née du constat d'un étrange hiatus entre le nombre de classes d'élite, parmi lesquelles les intellectuels, et le manque d'impact de leur intellectualité face à une Afrique aux prises avec une crise multiforme et toujours croissante. Cet état de fait remet en cause la pertinence des intellectuels comme référence pour juguler cette même crise. C'est ce qui justifie le titre de mon exposé, Les intellectuels en question. Afin de mener à bien mon argumentation, je prendrai comme fil conducteur la question suivante. Quel type d'intellectuel pour quel type de société en Afrique? Lorsque les valeurs qui fondent une société sont en ruine, on a besoin d'un type d'intellectuel qui soit d'abord crédible. Or, dans le contexte actuel de l'Afrique, la crédibilité ne peut être dissociée du sens des responsabilités et de l'intégrité. Voilà pourquoi j'ai donné comme sous-titre plaidoyer pour une intellectualité de la responsabilité et de l'intégrité. L'objectif de ma réflexion est de proposer de nouvelles balises qui permettent aux intellectuels africains d'ici et d'ailleurs une nouvelle perception et une implication engageante et pertinente dans leur milieu de vie. Aimé Césaire écrivait en son temps, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre le problème que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation éteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Alors, je mettrai à la place de civilisation les intellectuels, et ça s'applique bien. Alors que plusieurs pays africains viennent de célébrer le cinquantenaire de leur indépendance, la question du rôle des intellectuels dans la réflexion et le développement se pose avec acuité dans une mondialisation dont la crise impose des changements de structure et de mentalité. D'autant plus, et plus précisément parce qu'elle est mondiale, cette crise ne pourra tendre à sa fin avec des consciences qui sont restées statiques
et prisonnières de leurs croyances. D'ailleurs, le mot crise en grec signifie décision, jugement, et renvoie à l'idée d'un moment charnière où ça doit se décider. Et comme l'a souligné Frédéric Lenoir, nous traversons une période cruciale où des choix fondamentaux doivent être faits, sans quoi le mal ne fera qu'empirer. Cycliquement, peut-être, mais sûrement. Ces choix doivent être politiques, à commencer par un nécessaire assainissement et un encadrement plus efficace et plus juste du système financier aberrant dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette crise n'est pas simplement économique et financière, mais elle est aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des interrogations universelles. Qu'est-ce qui rend l'homme heureux? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable? Quelles sont les conditions d'une vie sociale harmonieuse? Les traditions religieuses ont tenté d'apporter des réponses à ces questions fondamentales, mais cela ne suffit pas. Cela requiert aussi l'implication de toute l'intelligentsia africaine, compte tenu de la complexité de la crise et la perception des valeurs d'une part, et d'autre part, parce que cette crise l'a aussi affecté et miné sa crédibilité. Ici, je parle des intellectuels. C'est dans cette perspective que Monseigneur Tshibangou exhortait les élites en général et les intellectuels en particulier, non seulement à réfléchir sur leurs responsabilités et à les assumer, mais aussi à s'organiser en constante intellectuelle pour mieux assumer leur rôle historique. Il me semble que ces colloques du Cercle CAD répondent bien à cette invitation. Ma réflexion comprend 3 parties essentielles. Tout d'abord, je compte examiner la perception que les Africains ont des intellectuels et les questions que cela soulève. Ensuite, je poserai un regard croisé, mondialisation oblige, pour apprendre de l'apport des autres intellectuels à travers le monde dans leur milieu de vie. Ceci vise à enrichir l'image de l'engagement de l'intellectuel africain et à le rendre davantage crédible. Enfin, je poserai les balises d'une probité intellectuelle en contexte africain. Alors donc, sans plus tarder, j'entame le premier point, perception et interrogation. Donc, ici, je voulais soulever la question de qu'est-ce qu'est l'intellectuel, mais aussi les questions que les gens se posent ou qui se posent autour de l'intellectuel. La perception que les gens ont de l'intellectuel africain en général. Comment sont perçus les intellectuels par le commun des mortels ou quelle projection les intellectuels se donnent eux-mêmes par leur façon de vivre leur intellectualité. Le procès des intellectuels aujourd'hui se justifie par la perte de leur pertinence dans l'espace public et dans les grands débats de société. Les intellectuels peuvent-ils encore retrouver leur crédibilité dans un continent étranglé économiquement, rongé du reste par la corruption et asphyxié par les guerres intestines à répétition? Si oui, comment et à quelles conditions? D'autant plus que le commun des mortels les considère par moments comme la cause du chaos politique et économique, ainsi que la précarité du mode de vie de population. Paradoxalement, même si le peuple considère qu'à cause du ventre, les intellectuels ont corrompu leur tête, il reste qu'en dépit de cela, il attend encore beaucoup d'eux. Face à ces enjeux, une réflexion franche et objective sur les intellectuels en Afrique est plus que jamais une nécessité. En 2007, sous la direction de Jean Kakoué Ndambaya, plusieurs auteurs ont porté une réflexion sur les intellectuels congolais face à leurs responsabilités devant la nation. Les auteurs rappelaient les interrogations et les accusations multiples qui fusent de toutes parts dans ce pays sur les élites et les intellectuels. Le déficit du leadership, l'échec du développement, les crises politiques, économiques, sociales et culturelles
la misère matérielle et morale des populations, la faillite des systèmes d'éducation et de santé, la destruction des infrastructures, celle des institutions, etc., tout cela a remis au centre des conversations la question du rôle de l'élite politique, de l'élite économique, de l'élite sociale, religieuse, culturelle, scientifique et de l'élite intellectuelle. En schématisant, le problème était perçu de deux manières. Pour les uns, il y a absence de l'intellectuel comme éclaireur engagé dans l'action du peuple pour la construction, ou plutôt la reconstruction de la nation au cours de ces 4 dernières décennies de l'indépendance, tandis que pour les autres, il y a plutôt trahison des intellectuels ou prétendus intellectuels à l'endroit de leur pays et de leur peuple qui ont fait tant de sacrifices pour eux. Si on parle de trahison à l'endroit des intellectuels, c'est sans doute par rapport à une mission que les intellectuels se sont définis ou que la société ou tout autre groupe en son sein leur a confié et pour laquelle la société en question attend des résultats concrets et satisfaisants. Quoi d'étonnant que le commun de mortels s'en prenne aux intellectuels en stipulant que ce sont eux qui sont à la base de la détérioration de la vie sociale. Les mutations profondes dans le monde d'aujourd'hui soulèvent des questions nouvelles face auxquelles on n'a pas de réponse toutes faites. Elles obligent cependant à repenser nos façons de penser et de voir comment l'intelligentsia peut éclairer. La crise a atteint un niveau spécial parce qu'elle touche les valeurs. Face à cela, je rappelle notre question de base. Quel type d'intellectuel pour quel type de société en Afrique? Telle que posée, cette question touche à 3 défis. Tout d'abord, le défi de la pertinence. La pertinence de l'intellectuel africain dans un contexte mondial et dans un contexte africain en mutation. La question de pertinence se pose comme suit. Est-ce que le modus operandi actuel de l'intellectuel et son mode de fonctionnement répond aux enjeux réels de société africaine? Au-delà des débats sur le développement de l'Afrique, il y a toutes les questions qui se posent sur l'ère postcoloniale. Benoît est spécialiste de la postcolonie, il peut en dire plus. Mais la voie empruntée par le régime révolutionnaire qui s'animait d'une vision totale de l'histoire et prétendait avoir le monopole de la vérité s'est avérée sans issue. Et cet échec se révèle dans la nature discordante et déroutante de la discursivité. D'ailleurs, c'est pour cela qu'Achille Mbembe n'hésite pas à décrire cela, à décrire la post-colonie comme un temps agité et tumultueux qui se caractérise par l'absence de sérénité et du discours raisonnable. Et cela touche évidemment à l'aspect intellectuel. Deuxièmement, ensuite, je voulais dire, il y a le défi prophétique. En quoi le fait d'être intellectuel fait une différence dans la vie en Afrique d'aujourd'hui? Le prophète est celui qui annonce, mais aussi celui qui dénonce. Jésus n'a pas étudié, mais il a impressionné les docteurs de la loi de l'époque par sa sagesse et a eu un très grand impact sur les populations. J'ai lu quelque part que Lumumba n'a fait que la 5e primaire, donc il est allé simplement jusqu'en 5e primaire et après il a poursuivi des études d'autodidacte, mais avec un grand impact dans le contexte d'auto-affirmation face aux Blancs. Donc ce n'est pas le titre qui fait l'intellectuel. Le défi prophétique, c'est l'engagement justement de la personne même de l'intellectuel dans le combat, les enjeux de société, justement qui lui donne la crédibilité d'être intellectuel. Enfin, le défi praxéologique. En quoi et comment le savoir de l'intellectuel africain affecte et influence la vie sociale à la base? Quel impact réel l'intellectuel africain apporte dans la gestion et le changement de la vie publique? Comment expliquer en effet que les 16 Africains
formés à l'école des intellectuels qui ont marqué, changé et affecté leur société et l'époque, ne puissent porter le même idéal que leurs maîtres de pensée. C'est la question qui se pose au niveau de la praxis des intellectuels. Ils ont étudié, ils ont été formés par leurs maîtres. Quand on regarde comment les intellectuels, leurs maîtres, se sont engagés et ont transformé non seulement l'esprit et la pensée, mais aussi la vie de leur époque, on se pose la question comment à leur tour ils manquent de pertinence, ils manquent d'impact dans leur milieu de vie. Surtout lorsqu'on considère que leurs pères en Occident ont été à la base des grandes révolutions qui ont accouché ce que nous admirons aujourd'hui, les droits humains, la modernité, la science. Ils ont mis leur savoir au profit de leur pays et de leur population. Un compatriote, Bobo, va encore plus loin en s'attaquant aux intellectuels qui ont brandi évidemment la carrière politique. Il se pose cette question, pourquoi les gouvernants africains qui ont étudié dans les mêmes écoles que leurs maîtres, membres des sectes et des loges européennes, ont comme mission la misère, la souffrance et le désespoir pour leur population, tandis que leurs pères en Occident font tout pour vaincre la maladie, la souffrance, le chômage et que sais-je encore. Bref, ils essaient de rendre le cadre de vie accessible à tout le commun de mortels, quel que soit son rang social, son origine et son éducation. Ou encore, pourquoi ces politiciens ou ces gouvernants, membres des sectes et autres loges maçonniques, n'arrivent pas à secourir leurs concitoyens comme le font leurs pères en Europe et en Amérique? Est-ce que les lois ou les dogmes qui régissent ces sectes et ces loges ne sont pas les mêmes en Occident et en Afrique? Ou c'est une mauvaise interprétation des écrits qui font que les gouvernants africains excellent dans la chasse et la tuerie de leurs compatriotes, tandis que leurs pères en Occident font tout pour améliorer d'abord les conditions de vie de leurs compatriotes? J'aimerais faire mienne cette affirmation que notre confrère Philippe Mabiala avait émise en 2010. C'était pas ici, hein? Chez le collège dominicain. Chez le dominicain. Alors il disait, dans le rapport de l'homme noir avec son semblable, souvent la bêtise se met au premier rang pour être vue et l'intelligence en arrière pour voir, comme le décrit bien Edmond Taudière. Dans tous les secteurs aujourd'hui en Afrique, on trouve des négriers nègres, en politique, en économie et même dans la religion. Partout où existent les nègres, il y a de la négrerie. Dans le domaine de la politique, des cadres africains ont pris purement et simplement la place du colonisateur, perpétuant la même domination du puissant sur le faible. L'élève a même dépassé le maître de par la brutalité de sa méthode de gouvernance. Les héros de l'indépendance sont devenus au fil des années, dans l'exercice autoritaire du pouvoir, des héros de la démocratie. Partout, des chefs prennent ombrage du succès de leurs subalternes. L'argument d'autorité est évoqué contre l'autorité de l'argument. Malheureusement, même la deuxième ère des intellectuels africains sortis des universités rue vers la politique. Et là encore, ils se laissent corrompre. On dirait que la politique du ventre prend le dessus sur celle de la tête. Pourquoi ne sont-ils pas capables de mettre leur expertise au service du développement du continent noir voué à un triste sort? Quand ces intellectuels africains, qui en principe devraient être les catalyseurs et les veilleurs des consciences, deviennent eux-mêmes problématiques et corrompus, l'Afrique court à la dérive et tout le corps social avec, et s'écroule de manière irréversible. Derrière ces accusations se cachent des attentes révélées ou latentes, notamment celle de joindre à leur connaissance une praxis libératrice de vie et d'épanouissement pour leurs concitoyens. Il y a des attentes parce qu'il est supposé être le mieux éduqué et le mieux averti que le reste de sa collectivité ou de sa classe. Ici, je parle de l'intellectuel. Alors, toutes ces contradictions
qui ont leur source dans les aspirations humaines, mais qui renforcent surtout la longue formation intellectuelle, sont la cause du malaise lorsque les intellectuels ne remplissent pas leur mission de réécrire et de réinventer l'histoire falsifiée de leur continent meurtri par 4 siècles de domination. Mais ce malaise est surtout dû au manque d'une véritable conviction intellectuelle, au sens philosophique du terme, l'homme sage, les héros, les veilleurs de la conscience. Car sans les intellectuels, au sens philosophique du terme, le destin du peuple est comme sans destination et sans boussole. Mais quand nous parlons d'intellectuels, de quoi s'agit-il vraiment? Et c'est là où je voudrais répondre à la question, qu'est-ce qu'est l'intellectuel? Pour qu'on dise que l'intellectuel est remis en question, qu'entend-on par intellectuel? La question est aussi vieille que l'histoire de la pensée, et pourtant elle se pose aujourd'hui avec une acuité toute particulière. Nous sommes en effet plongés dans une crise économique d'une ampleur rare qui devait remettre en cause notre conception d'intellectuel fondée sur le seul savoir. Ce mot tire son origine du latin, intus legere, lire à l'intérieur des choses, lire en profondeur. C'est l'attitude de celui qui refuse de subir les choses à leur état naturel. C'est la culture du questionnement, de la remise en question. L'intellectuel commence par là. À tout moment, il remet en question les choses. Il remet en question le système. Il remet en question des choses établies pour aller de l'avant. C'est le tas de celui qui rêve à un monde meilleur et qui prend les risques de dénoncer, de déraciner en impliquant sa propre vie. Et c'est là l'image du prophète. La mondialisation est un champ d'études relativement nouveau. Bien sûr qu'on ne peut pas parler d'intellectuel sans parler de cet espace dans lequel aujourd'hui nous vivons. Et justement, quand je vais faire l'étude croisée, je vais me baser sur le principe de la mondialisation. Antonio Gramsci présente sans doute l'une des rares synthèses qui révèle autant la simplicité au niveau du concept d'intellectuel que la complexité dans le fort de saisir le rôle des intellectuels dans la pratique sociale et le développement historique des systèmes sociaux. Par définition, et en paraphrasant Gramsci, alors, vouloir considérer les intellectuels comme une catégorie sociale indépendante des classes sociales serait un mythe, ne serait-ce parce que l'école ne contribue à leur formation. L'école qui contribue à leur formation est une institution des classes sociales. Il existe cependant, peut-on observer avec lui, 2 groupes d'intellectuels. Ceux qui répondent à la définition traditionnelle de par leur profession scientifique et ceux qui, malgré leur profession, se présentent comme des agents organisateurs des aspirations du groupe social auquel ils appartiennent. Ils identifient la dernière catégorie au titre d'intellectuel organique. Un diplômé d'école supérieure ou d'une université n'est pas forcément un intellectuel du fait d'avoir un diplôme. Il est simplement ce que dans le jargon approprié on appelle le technicien du savoir. Le technicien du savoir qui s'affirme dans son domaine et devient même grand expert ou savant de première classe. Tous ces techniciens de savoir font partie de l'élite d'un pays. Ça, je le tiens de Jean Kapoenda. Mais dès que le technicien du savoir ou l'élite questionne sa société par rapport à son savoir, à son expertise, qui fait le fondement de son appartenance à l'élite, dès qu'il questionne aussi sa technicité par rapport à sa société et qu'il se préoccupe dès lors du présent et du futur de sa société sur le plan politique, économique ou social, et qu'il s'engage lui-même dans l'action pratique, alors il fait les bons qualitatifs qui en fait un intellectuel. Donc son rôle dans les 2 cas est celui de l'acteur, de l'éclaireur, inspirant la structuration et l'organisation notamment de formulation stratégique. Alors, je vais passer rapidement un peu au 2e point. Il me reste 5 minutes, donc je ne pourrai pas terminer mon exposé. Alors, je vais passer rapidement au 2e point. L'intellectuel et l'engagement social. Alors ici, je parle d'un regard croisé. Je vais vous priver de toutes mes notes. Ici,
je voulais un peu regarder comment certains intellectuels, à travers l'histoire et à travers le monde, se sont comportés et comment ils ont contribué à la révolution et à l'évolution de leur société. Je prie, le choix est vraiment personnel, donc il n'est pas exhaustif. Je prie des gens qui m'ont frappé. Alors, ceux qui ont fait le latin savent que Cicéron, par exemple, c'était vraiment un maître à penser. Je prends dans le domaine du droit, donc un homme comme Cicéron, un homme politique, un orateur latin. Et cet homme, étudiant brillant, et qui va devenir un fervent défenseur de la cause publique, il va plaider contre le gouverneur qui est accusé de corruption. Contre. Il va plaider, il va mettre sa science au service de la justice. Il va défendre et même il va vivre en fait son intégrité en défendant ses principes, ses valeurs personnelles. Il va être exclu parce qu'il a fait la politique, il va être exclu du Sénat et il va être exécuté. Il va mourir à cause de ses principes, à cause de ses valeurs. Il va risquer sa vie. Cicéron meurt comme ça. Je prends Jean de La Fontaine, que nous connaissons bien. Jean de La Fontaine a marqué sa société par des écrits. L'important des écrits, je vais résumer par là. Il marque sa société par les écrits. Il va écrire de fables et de théâtres, mais à travers lequel, parce qu'il ne pouvait pas s'adresser directement aux instances du pouvoir, mais il va utiliser un langage imagé pour s'attaquer, dénoncer justement l'immoralité qui envahit le domaine du pouvoir et de la société. On le voit par exemple, la plupart des fables choisies, écrites en vers, mettent en scène des animaux anthropomorphes et contiennent une morale au début ou à la fin. Ces fables furent écrites dans un but éducatif. Et La Fontaine insiste sur ses intentions morales. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Je vous épargne des restes de tout ce que je peux lire. Donc j'oppose, il va dire, quelquefois par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux aux loups ravissants. Il met ses écrits pour défendre des valeurs et il va risquer sa vie à cause de cela. Je parle de Victor Hugo. Victor Hugo qui est un poète et qui est devenu d'ailleurs une personnalité politique aussi à son temps. Il a publié plusieurs livres, mais alors il dit ceci, il s'en est servi comme un lieu de combat prophétique et politique. Ses écrits deviennent un lieu de combat prophétique et politique. Donc l'important justement, la question sociale reste, elle est terrible, mais elle n'est pas simple. C'est la question de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. Alors, il va écrire, quand vous lisez les livres de Victor Hugo, vous allez voir qu'il parle des problèmes de sa société, de son époque. Donc, il va faire écho, il va mettre son intelligence au service pour dénoncer des choses qui vont mal dans la société. Dans le domaine de l'Église, je prends Alfred Loisy, que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un homme à l'époque où l'Église avait vraiment le monopole de la pensée. Il va se constituer dans la cachette, évidemment. Il va commencer à écrire. Par les écrits, il va commencer à dénoncer cette attitude autoritaire de l'Église du point de vue de la pensée. Il va être exclu de l'Église. Il va être exclu des universités. Il ne pourra pas enseigner, mais il a été digne, il a été logique avec lui-même. Il a défendu ses idées et il a risqué sa vie. Je termine avec Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et tous ces hommes-là. Qu'est-ce que je retiens d'eux? C'est que ces hommes, pour terminer, ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont constitués d'abord en constance. Ils ont créé des groupes. Aimé Césaire est arrivé en France, il a vu d'autres étudiants, ils ont créé un groupe. Pas seulement ils ont émis des pensées, mais ils ont donné des outils, les journaux. Ils ont composé des journaux et à travers ces journaux, ils ont commencé à en faire un outil de combat politique pour défendre leur identité. Alors donc, voilà un peu comment moi je dis, ces gens-là, ils ont été crédibles, ils ont été pertinents dans leur temps et dans leur société. Pourquoi? Parce que non seulement ils avaient des idées, mais ils ont aussi été logiques avec leurs idées. Ils ont vécu selon les principes de leurs idées. Et c'est pour cela que moi je les considère comme des personnes qui peuvent nous inspirer et inspirer les intellectuels africains aujourd'hui.
Je ne peux pas aller plus loin, on m'a dit j'ai épuisé le temps. Alors voilà, je vous remercie.